Allô, allô? Ah, là, cette fois-ci, le micro est coupé. Allô? Ah, ça y est. Bonjour Yanis. Je crois que... Bonjour. Je crois que je dois avoir un problème de micro sur le nouvel ordinateur que j'ai acheté. Ah, c'est bizarre. Ah, je comprends pas pourtant. Zoom, le micro il est bien autorisé. Mais je sais pas, même dans les paramètres, je fais des tests micro, il n'y a pas de son qui entre. Je sais pas du tout. Ouais, c'est bizarre ça. Ouais, il va falloir Problème de regarder micro. ça. Effectivement, vous avez peut-être un souci. Il faudrait faire un. Oh. Normalement, il me semble qu'il y a un outil de test qui est intégré dans Zoom. J'ai fait l'outil de test dans les paramètres, mais ça n'a pas l'air de marcher non plus. Ah, c'est bizarre. Ouais, normalement, quand vous allez dans les paramètres, dans Audio, vous avez un endroit où vous pouvez, c'est marqué tester le micro. Ouais, bah il marche pas. Bah je sais pas, c'est bizarre. Ah. Bon, bah en tout cas, bah, si le Du coup, j'ai problème. repris mon ordinateur. Bah ouais, bah ouais. Ok, ok. Bon, donc du coup, vous avez commandé votre nouvel ordinateur. Bah non, du coup, j'ai été le chercher à boulanger. D'accord, ok. J'ai été chercher à boulanger du coup parce que je trouvais ça plus pratique. Bah ouais, bah c'est bien, c'est bien. Ok, ok. Bon, après, ça va, il Alors, marche pas. Il y a plus de que j'ai déjà. bon, bah ça c'est bien ça. Ça c'est bien, ça va vous permettre, vous, de pouvoir travailler comme il faut. Et c'est du coup, c'est celui que vous Par m'aviez contre, il y a un problème. montré ou pas, du coup? Non, du coup, c'est pas celui-là. En fait, j'ai demandé au vendeur là-bas, puis ils m'en ont donné un bien. Donc, Ok. il, il était plutôt bien, du coup, donc j'ai pas celui-là. Bon, bah c'est cool. C'est Hmm. cool. Bon, bah c'est parfait. Alors, du coup, aujourd'hui, on avait dit qu'on verrait les utilisateurs sous Linux. Oui, Bah, ce que je pensais faire, c'était reprendre bah, les cours que vous aviez faits, parce que le cours que votre prof il a fourni, bon, je l'ai trouvé bien, plutôt bien fait. Alors, tac, 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 où est-ce qu'il est? C'est là. Voilà. Donc, euh, Donc oui, ce que votre prof a fourni, c'est plutôt bien fait. Donc ça me paraît être un bon point de départ. Euh, Avec bah, donc au début les principes sur les comptes utilisateurs. Euh, Vous en êtes où, vous, là-dessus? Vous avez compris qu'est-ce qui vous pose problème dans la gestion des utilisateurs? Qu'est-ce que vous avez bien compris? Est-ce qu'il y a des points précis que vous voulez qu'on revoie? Ou est-ce que si on rebalaye le cours, ça vous convient? où je préférais rebalayer le cours, parce qu'après, j'ai pas vraiment regardé ce Ça cours-là, je l'ai marche. pas relu non plus. OK, ça marche. Donc, du coup, alors, les principes des comptes utilisateurs sous Debian. Un utilisateur Debian possède un compte personnel avec un identifiant, donc son login, et un mot de passe. Oui, L'utilisateur, il possède un shell de connexion. Il peut lancer un terminal et taper des commandes. Il a un répertoire personnel qui s'appelle Home. Donc, c'est celui qui est repéré par un tilde qu'on voit un petit peu en dessous, dans lequel il peut tout faire. À l'intérieur de ce répertoire-là, donc ça, on avait vu les autorisations la dernière fois, l'utilisateur peut faire tout ce qu'il veut là-dedans. Il peut créer des oui. fichiers et ou des répertoires, les modifier, les supprimer, donner des droits sur ces fichiers et les répertoires. Un utilisateur aussi, il appartient à un groupe principal avec un identifiant du groupe, ce qu'on appelle le GID, le groupe identifier. Un groupe, c'est un ensemble d'utilisateurs et éventuellement, il peut aussi appartenir à des groupes secondaires, à un ou des groupes secondaires. Donc là, ce qui rappelle, c'est qu'un répertoire peut contenir des fichiers et ou des répertoires. Par contre, un fichier ne contient pas d'autres fichiers ou de répertoires.
il contient des données sous forme de texte, parce que dans Linux, Ok. tout n'est que fichier texte. Et ça, vous l'avez déjà vu, hein, quand on fait de la configuration, bah, en fait, c'est un fichier texte. Et ça va même plus Mm. loin que ça, parce que par exemple, même votre RAM Oui. ou même l'affichage de votre écran, si on creuse un peu dans les fichiers, en fait, ce sont des fichiers texte qui changent en permanence, hein, mais n'empêche que ce sont des fichiers texte. Tout n'est que fichier texte dans Linux. Remarque, les systèmes Linux, dont Debian, Ok. sont des systèmes multi-utilisateurs. Donc, ce que l'on appelle Linux, c'est pas vraiment exact d'appeler ça Linux. Le vrai nom, c'est GNU Linux, GNU/Linux, puisque Linux, c'est vraiment le noyau. Et GNU, bah, c'est la façon dont c'est distribué, c'est une licence libre. Donc, c'est à la fois un système libre et gratuit. Mais tout le monde a pris, on va dire, des raccourcis et appelle ça maintenant Linux. À l'intérieur de Linux, on fonctionne avec des distributions. Et la plus utilisée, on va dire, dans le monde de l'informatique euh, d'entreprise, ça va être Debian. Après, vous en avez d'autres, hein. D'accord. Alors après, c'est pareil, hein. Si un jour vous travaillez avec du CentOS ou ce genre de choses, il y a des commandes qui ne sont pas identiques. Euh, mais ça, après, ça va être, on va dire, du cas par cas. Donc, tous les systèmes Linux sont des systèmes multi-utilisateurs, c'est-à-dire que plusieurs utilisateurs peuvent avoir une session ouverte en même temps sur le même système. Euh, on a, on peut avoir la même chose sur certaines machines Windows, mais ce n'est pas forcément le cas tout le temps. Quand on lance un terminal sous Debian, on peut savoir qui est connecté en regardant le prompt. Donc le prompt, c'est la ligne qui s'affiche et qu'on ne peut pas effacer. Donc là, on le voit bien, Ok. c'est du deck Oui. at Debian 12. Donc là, on a le nom d'utilisateur, le at, et derrière le arrobase, on a le nom de la machine sur laquelle on est connecté. Ok. Ensuite, il y a les deux points, le tilde ici qui indique dans quel répertoire on se trouve, et après le symbole qui est juste derrière qui nous dit si on est un simple utilisateur ou si on est en ce qu'on appelle root. Donc là, en tapant une des commandes suivantes, donc who am I, echo $user ID, eh ben, on a des infos. Donc quand on dit who am I, ça veut dire qui suis-je en anglais, bah là, le système répond, c'est du deck. Echo Ok, oui. $user, c'est la même chose. En fait, les variables qui sont précédées par un dollar sont des constantes bah, qui sont disponibles tout le temps dans le système. Donc là, echo, ça veut dire affiche la variable $user. Bah, du coup, c'est la même chose que le who I am. Et ensuite, quand on tape ID, là, on va aller rechercher les numéros qui sont associés à l'utilisateur. Donc, Ok. on voit que C du deck appartient au groupe principal, donc le GID C du deck. Voilà, pour le coup, il est tout seul dans ce groupe. Et son groupe secondaire est user, parce que vous voyez, hop, on voit que dans les groupes auxquels il appartient, il y a C du deck, donc ça, c'est qui est son groupe juste à lui. Et après, il appartient aux users. Voilà. Alors, dans la remarque, là, il marque, en étant connecté en tant que C du deck, je peux récupérer les informations du compte élève à l'aide de la commande ID en tapant la commande ID élève. Donc là, on voit effectivement, on tape ID élève, hop, et on a les infos. Donc là, on voit qu'il y a plus de groupes que ça. Élève, il appartient bah, à élève.
à CD-ROM, floppy. Donc floppy, c'était le nom pour les lecteurs de disquettes. Audio, deep, je ne sais pas ce que c'est. Vidéo, plug dev, user, netdev, Bluetooth, LP admin et scanner. Donc là, on voit tous les groupes auxquels on appartient. Il n'y a pas de limite de nombre de groupes, il me semble, hein. On peut en faire autant qu'on veut. Euh, Maintenant, si on passe à la hiérarchie des utilisateurs, vous vous souvenez, on avait parlé la dernière fois des autorisations à l'intérieur, des autorisations qu'on donnait aux fichiers. Oui, Donc ça, c'est en lien avec ça. On a le compte root, qui est l'administrateur du système. On peut l'appeler super utilisateur. Ben, c'est d'ailleurs pour ça que quand on est sous Ubuntu, par exemple, on n'a pas accès au compte root directement et on fait un sudo. Et quand on fait sudo, ça veut tout simplement dire super user do. Donc, c'est la contraction de super user do. Donc, sudo, le super utilisateur, fait ça. Et ce compte root, lui, il a tous les droits sur le système. Il peut tout faire. Installer, créer, configurer, supprimer. Et c'est pour ça qu'on essaye au minimum de l'utiliser parce qu'on essaye vraiment de limiter l'utilisation du root parce qu'on peut vraiment faire n'importe quoi et parfois tout casser. ok, Son, son UID, donc son identifiant d'utilisateur, c'est le 0. Et son répertoire personnel, c'est slash root. Voilà. Le symbole slash est appelé racine du système de fichiers sous Linux. C'est l'équivalent du C2 point, et là, C2 point anti-slash sous Windows. Pour comprendre cette notion de racine, si on ouvre un explorateur de fichiers dans la Debian avec une interface graphique, et bien effectivement, on voit bien le slash tout en haut. Les utilisateurs système, donc eux, ils sont liés à des services qui tournent sur le système. HTTP, SSH, Apache, je sais pas moi, un serveur d'impression. Mais on ne peut pas ouvrir de session avec ces comptes. Ils n'ont pas ok, de oui, répertoire home et leur UID est compris entre 1 et 999. Donc ça, ce sont des utilisateurs qui vont être exclusivement réservés à des services. Par exemple, vous mettez un site web en place, donc vous avez un serveur Apache, et ben vous allez retrouver un utilisateur qui va s'appeler Apache. Alors en plus, des fois, ils en créent plusieurs. Apache 135, par exemple. Et ben lui, vous pourrez chercher partout dans votre système, vous ne trouverez jamais de répertoire. Vous ne trouverez jamais de répertoire home pour Apache 135. Après, ok, on a les utilisateurs normaux. Les utilisateurs normaux, en fait, ça veut dire que derrière un utilisateur normal, il y a un humain, globalement. Et donc, ces utilisateurs-là, ils peuvent ouvrir une session, travailler sur le système, créer des fichiers, lancer des programmes et ainsi de suite. Leur répertoire maison à eux se trouve dans le répertoire home. Et leur UID, il est supérieur ou égal à 1000. C'est ce qu'on a vu ici. Donc le compte élève, son UID, c'est 1000. ok, oui. Et ce qu'on a vu ici, du deck, c'est 1001. Donc ça veut dire que si on regarde bien, sur cette machine-là, le compte élève a été créé en premier, vu que c'est 1000. Et là, le compte C du deck a été créé en deuxième, c'est 1001. Ouais, c'est à la suite. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et après,
il y a le dernier utilisateur, donc l'utilisateur Nobody. Donc, c'est un compte sans aucun privilège sur le système. Il ne peut pas ouvrir de session, il n'a pas de répertoire home, et ce compte, il sert simplement à lancer certains processus qui s'exécutent en tâche de fond. Alors, vous voyez, comme lui, son numéro, c'est 65 534, ça veut dire que des utilisateurs normaux, eh ben, on a droit d'en avoir du coup 64 533. Donc ça va, il y a de la place, hein. Mm. Voilà, voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai accès au quiz quelque part. De toute façon, ce quiz-là, vous l'avez Les déjà fait. quiz, non. Non, parce que les quiz, on les fait et il met un délai. Du coup, à passer ce délai, les quiz sont plus accessibles. D'accord, ok. Après, peut-être la correction à y est sur le campus. Ouais, il faudrait jeter un œil pour voir si c'est faisable. Donc là, bon, globalement, dans les trucs qu'il y a à savoir sur les principes de base, on a ce qu'il faut. Donc il y a des choses qui identifient les utilisateurs, avec certaines fois des codes ou des noms. Ça, c'est ce qu'on a vu. Il y a différents niveaux d'utilisateurs, donc il y en a quatre. Le compte route, les utilisateurs système, les utilisateurs normaux, et le dernier, c'est Nobody. Voilà. Alors maintenant, on va regarder un petit peu les différentes commandes. Donc, la, donc là, les deux commandes, il y a add user et user add. Alors, Ok, ouais. Ouais, je comprends. pourquoi il y a deux noms différents? Parce que la add user, c'est ce qu'on appelle une commande interactive. Ça veut dire qu'à l'écran, vous allez avoir des questions et vous allez répondre, et c'est ça qui va créer l'utilisateur. Tandis que user add, là, c'est une commande où vous allez envoyer des options et des arguments, et ça va créer un utilisateur avec ce que vous avez indiqué. En général, au début, si si vous êtes dans une entreprise où on vous demande de créer des utilisateurs, la plupart du temps, quand on commence, on utilise plutôt add user. Parce que comme ça, en fait, au fur et à mesure, on remplit. Et puis après, si c'est une tâche que vous faites régulièrement, très rapidement, vous passerez à la méthode user-add parce que vous savez exactement ce que vous allez mettre dedans. Et par Ok. exemple, si user-add, le fait de la connaître, ça va vous permettre de générer des scripts pour passer des commandes à l'intérieur. Par exemple, je sais pas, moi, tous les ans, quand je reçois une nouvelle promo au lycée, je vais pas créer les 30 étudiants dans Windows Server à la main en les ajoutant un par un. J'ai un script avec un fichier et j'ai une commande en PowerShell qui va m'insérer tout ça parce que c'est la même chose. Dans Windows, il y a une interface graphique qui permet de traiter les choses, on va dire, au cas par cas. Mais quand on veut faire des choses de façon groupée, quand j'ai 30 élèves, et encore, nous, ça va, on est en BTS, donc on n'a qu'une section à chaque fois. Mais vous imaginez bien que l'administrateur réseau du lycée, tous les ans, quand on a 200 élèves de seconde qui arrivent, il ne va pas s'amuser à les rentrer un par un. Il a un fichier avec tous les noms à l'intérieur et prouc, il y a un truc automatique. Et ben là, c'est la même chose. Add user, donc Ok. commande interactive, il va vous poser des questions et en répondant, il va se débrouiller tout seul. Donc là, add user étudiant. Donc là, vous voyez, il dit ajout de l'utilisateur étudiant. Ajout du nouveau groupe, ajout du nouvel utilisateur avec le groupe étudiant. Création du répertoire, copie des fichiers. Donc là, il vous demande de taper le mot de passe que vous voulez associer à ce compte. On le tape une deuxième fois, parce que comme ça, il valide.
Et ensuite, il explique qu'on peut mettre un nom. Là, il y a un numéro de chambre, un téléphone pro, un téléphone perso et autres. Mhm. Cette information est-elle correcte? Alors là, c'est pareil, vous voyez, quand il dit cette information est-elle correcte, vous voyez que le O, il est en majuscule. Dans les Oui, trucs comme ça, où vous avez un choix, la lettre qui est en majuscule, c'est la lettre qui sera tapée si vous mettez rien et que vous tapez sur Entrée. ok, Donc là, par défaut, ça veut dire que si vous tapez rien et que vous tapez sur Entrée, c'est le oui qui l'emporte. Parfois, bah, c'est le O, il est en minuscule et c'est le N qui est en majuscule. Et bah, du coup, c'est-à-dire que c'est le nom qui l'emportera si jamais vous tapez sur Entrée. ok, Voilà, ajout du nouvel étudiant, du nouvel utilisateur étudiant au groupe supplémentaire user. Et puis après, bah voilà. Donc là, on a créé le compte utilisateur qui s'appelle étudiant, qui a l'UID 1002. Il est ajouté au système. Il y a un groupe du même nom qui est créé et on place l'étudiant, enfin l'utilisateur étudiant à l'intérieur. On tape 2 fois le mot de passe. Alors oui, sous Linux, par contre, les mots de passe n'apparaissent pas. Ça, je pense ouais, que vous c'est avez déjà dû peut-être le voir. On le voit oui. absolument pas. Il n'y a pas d'étoile, il n'y a pas de tiret, il n'y a pas de... Il n'y a rien. On renseigne le nom ou les informations, on valide, et hop, tout est créé. Donc ça, si derrière, ben, on fait une commande ID, on pourra afficher les infos du compte, et on se rend compte que quand on fait, donc là, quand on fait un ls/home, et ben, on se rend compte qu'à l'intérieur, on a un nouveau dossier qui est apparu qui s'appelle étudiant. Donc, au moment de la création, il a bien fait un dossier, bien comme il faut. Donc, ça, c'est la première version. Ensuite, la deuxième version, c'est UserAdd. Alors là, UserAdd, c'est une commande non interactive à laquelle on doit passer des options et des arguments. Donc, le fait de dire de passer des options et des arguments, ça, c'est du vocabulaire de développeur. Mais c'est aussi du vocabulaire qui est utilisé en réseau quand vous allez faire des scripts ou ce genre de choses. C'est pour ça que c'est important, c'est du vocabulaire que vous devez connaître. Une commande, on passe des options et des arguments. Les options, c'est ce qu'on va mettre souvent. Là, on voit, là, il y a un moins Y, par exemple. Là, ici, en option, on a moins M, moins G, moins P, moins S. Tout ça, c'est des options. Les options, Ok, souvent, c'est pareil. On peut avoir des options qui s'écrivent avec juste une lettre, mais on peut aussi avoir des options qui s'écrivent en entier. Par exemple, sous Windows, vous pouvez, on peut, alors pas sous Windows, mais sous Linux, on peut écrire moins A ou moins moins all, A 2 L. Il y a des choses comme ça, parce que parfois, bah, il n'y a pas assez de lettres pour faire des raccourcis pour tout. Mais souvent, les options principales peuvent être utilisées avec un raccourci, avec juste un seul tiret et une seule lettre. Mais après, vous avez des fois des options un peu plus complexes ou des choses où la lettre est plus disponible. Et du coup, il faut mettre moins, moins et le nom complet de l'option. Mais en tout cas, voilà, on passe des options et après ben, des arguments, comme là, par exemple, users, euh, ce genre de choses, quoi. Là, et là, ce sont des termes complets. Ça peut être des chemins, ça peut être plein de choses. Donc là, par exemple, UserAdd avec des explications. Donc ici, UserAdd -d /home B Murray, -m -g users, -p dollar make password BTS info, -s/bin bash B Murray. Donc ici, l'option, donc vous voyez, on va lui dire -d. Donc ça, c'est une option qu'on choisit. On précise le chemin du répertoire personnel. Donc en l'occurrence, /home/B Murray.
-M, on force la création du répertoire personnel. -G, on indique quel sera le groupe principal de l'utilisateur. Donc là, c'est users. -P, on choisit le mot de passe. -S, c'est l'option qui indique le shell de connexion. Quand on lancera un terminal en tant que bmeuret, c'est le programme bin bash qui exécutera des commandes. Donc ça, vous vous souvenez, on avait parlé aussi des shells Mm. et que le shell de connexion qui est utilisé, le plus utilisé dans Linux, c'est bash. Voilà. Et ça, on peut le voir. Donc là, on voit que quand notre utilisateur Murray s'est connecté, s'il dit echo, donc là, vous voyez, ça c'est encore une constante qui est définie dans tout Linux. Si on écrit $shell, eh ben, il nous indique, voilà le shell que j'utilise. Et donc sur bmeuret, c'est bin bash, bah, comme on lui a demandé. Bah, c'est ça. Donc la commande echo shell affiche le shell qui va exécuter les commandes tapées. Alors, on ne pourrait pas créer un utilisateur et le placer comme avec la commande add user dans le groupe du même nom que le compte utilisateur. On ne pourrait pas créer un utilisateur et le placer comme avec la commande add user dans le groupe. Mhm. Ah oui, parce que là, en fait, là, avec cette commande, on a pu gérer que le groupe principal. Donc là, on l'a pas, il n'a pas été, on n'a pas pu le mettre dans d'autres groupes. Alors, ces deux commandes ne peuvent s'utiliser que si vous êtes connecté en tant que root. Ah oui, ça c'est important. Ça fait partie des choses que les utilisateurs classiques ne peuvent pas faire, ajouter des utilisateurs. Et deuxième remarque, un groupe est un ensemble d'utilisateurs à qui on pourrait donner les mêmes droits. Par exemple, si je devais donner à la classe un droit de lecture sur un fichier particulier, plutôt que de donner le droit en lecture à chacun des élèves de la classe, je place chaque utilisateur de la classe dans un même groupe et je donne le droit de lecture au groupe. Voilà. Ok. Donc là, on a vu les principes de base sur la création d'utilisateurs. Donc, il n'y a rien de très complexe, hein. Après, c'est comme tout, hein, c'est à force de le faire et qu'on arrive à apprendre et à s'en souvenir. Ce qu'il faut après, c'est être capable on va dire, de gérer ça et de connaître les bases pour pouvoir aller rechercher des informations. Ça, c'est la clé en informatique parce que très sincèrement, à moins de créer des utilisateurs tous les jours, il y a des tas d'endroits. Moi, par exemple, au lycée, hein, sur nos machines, sous nos machines Linux, euh, les utilisateurs, on n'en a que deux. Et on n'en crée pas tous les jours. Donc, c'est vrai que ça, c'est des commandes que je n'utilise pas forcément tout le temps. Mais par contre, Ok. je sais où retrouver ces infos et je sais globalement comment ça fonctionne. Parce que c'est pareil, hein, une fois que vous avez compris la règle de fonctionnement sous Debian, c'est la même chose sur CentOS, sur Oki Linux ou Red Hat, ce que vous voulez, quoi. Donc là, maintenant, on va parler de la commande pour supprimer des utilisateurs. Voilà, c'est facile, c'est del user. Vous voyez, là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on a passé une option en la mettant entière. Donc, remove home. Donc là, Parce qu'on met pas les options qu'on met moi. là, on a mis, parce que si ça se trouve, le -R, il existait déjà, il était déjà pris. Du coup, on est obligé de le mettre en entier. Donc là, on a passé une Ah, ok. option en toutes lettres. Remove home. Alors peut-être que dans Del User, mais ça c'est pareil, je ne l'utilise pas souvent, donc je ne la connais pas très bien. Peut-être qu'il y a un RH, par exemple, qui existe. Parce que souvent, ils font comme ça. Mais du coup, voilà. Donc là, le compte,
C. Lewis est supprimé avec cette. Alors, vous voyez, là, on voit bien qu'on est. Est-ce qu'on le voit là aussi? Non, parce que là, c'est que des. Là, on le voit ici. Route at Debian. Donc, on voit aussi que dans notre prompt, on a le dièse qui est apparu, qui nous montre bien qu'on n'est pas dans un simple utilisateur, mais qu'on est bien en utilisateur root. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a que le root qui est capable de faire ces actions-là. Donc là, on a supprimé un Ok. utilisateur. Moins remove home, on supprime le répertoire personnel de CLewis avec tout ce qu'il contient. Si on ne met pas cette option-là, si on fait juste un del user CLewis, ça marche aussi, mais le répertoire reste présent dans le disque. Et il y a un groupe qui existe, le groupe CLewis, qui ne contenait que le compte CLewis, est supprimé également quand on fait un del user. Il supprime l'utilisateur et le groupe unique qui lui est associé également. Ça va? Ça vous paraît clair? Oui, c'est clair. Donc, ensuite, la commande passwd. Donc ça, la commande passwd, elle permet le changement de mot de passe d'un utilisateur. Et ça, pour l'utiliser, il y a deux possibilités. Soit c'est l'utilisateur lui-même qui modifie son mot de passe. Donc là, ça marche parce que c'est Bmeuret qui est connecté. Donc, il fait passe WD et ça lui dit changement du mot de passe pour Bmeuret. Ok. La deuxième solution, c'est root qui le demande. Donc là, root, s'il dit passe WD Bmeuret, hop, il peut changer le répertoire. Par contre, si ici, Bmeuret, il met passe WD espace élève, ça va lui dire que vous n'avez pas les droits suffisants pour faire cette opération. Donc voilà. Ok. Autre différence, quand root modifie le mot de passe, il n'a pas besoin de retaper l'ancien mot de passe. Direct, vous voyez, ça lui dit nouveau mot de passe, retaper le mot de passe. Tandis que quand on est utilisateur, quel est le mot de passe actuel? Nouveau mot de passe, retaper le mot de passe. Ok. Alors ça, c'est souvent des choses qu'on utilise si par exemple vous avez un utilisateur qui a oublié son mot de passe. Et bah, du coup, l'administrateur, effectivement, il n'a pas besoin de se souvenir de l'ancien mot de passe parce que ça va forcément tout virer. Après, on peut, avec PassWD, on peut aussi l'utiliser pour verrouiller un compte. Vous voyez, donc, on fait -L, ça, on verrouille le compte. Donc, c'est-à-dire que l'utilisateur ne peut plus se connecter, mais tout existe encore. Et après, on peut déverrouiller le compte avec un -U. Donc, par exemple, si on voulait verrouiller le compte Bmeuret, on tape passwd espace -L espace Bmeuret et là, on verrouille le compte. Ok. Et pour déverrouiller, on fait passwd -U Bmeuret. Alors, travail à faire, créer votre compte utilisateur sur la machine. Il doit appartenir au groupe principal user. Connectez-vous à cette VM. Exécutez le script bench cpu.sh sur deux ordinateurs de type différent du BTS SEO. Faites une capture d'écran pour chaque ordi. Oui, donc là, on voit effectivement il y a un utilisateur qui a été créé. Show -C processeur. Bon, là, il râle parce que
Comment? Là, on voit qu'il râle parce que, attention, ce programme devrait être lancé en tant que super utilisateur. Donc, on voit qu'il n'est pas content, mais il le fait quand Hmm. même. OK. Ça, vous l'avez fait, vous, ces activités-là? Oui, oui. En fait, Ok. les profs, ils mettent les cours en allant, donc tous les cours qui sont déjà, c'est que les cours que j'ai déjà fait. D'accord, ok, ça marche. Bon, parfait. Alors, du coup, ça, c'est bon. Euh, j'ai vu qu'il y avait... Attendez, je regarde un truc. Euh, les utilisateurs et les groupes. Ah, ouais, ça, c'est pas mal, ça aussi. Hop, je vais... POC, vous repartager. L'autre. Donc là, c'est celui-ci. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième, qui est utilisateur et groupe. Donc là, vous voyez, en fait, hein, dans cette partie-là, ce qui est intéressant, c'est que donc il utilise add group pour créer un nouveau groupe. Donc on revoit aussi que les GID sont créés dans l'ordre croissant à partir de l'identifiant. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans l'exemple qui montrait, ça montre bien, vu qu'on utilise des identifiants croissants, que le premier compte qui a été créé, c'est le compte élève, et après, il a créé le compte du deck. Ok, Et donc là, vous voyez, on veut créer un utilisateur étudiant 1, le placer dans le groupe principal SEO1. Donc là, bah, il a utilisé UserAdd. Alors, -D, donc ça, c'est pour lui donner son dossier de démarrage. Donc, c'est Home étudiant 1. -M, -G, donc son groupe principal, c'est SEO1. Le mot de passe qu'on met, bah, c'est AZERTY. Et le shell qu'il utilise, c'est Bash. Et l'utilisateur s'appelle étudiant 1. Alors, on peut aussi créer un utilisateur et le placer dans un groupe principal précis ou dans des groupes secondaires en utilisant l'une des commandes suivantes. Alors, donc là, hop. Donc effectivement, donc là, -G, donc son groupe principal, on l'a mis en STO1 et on a rajouté un autre groupe. Donc c'est un -G majuscule. On l'a mis aussi dans SEO1A. Ici, on voit dans la deuxième commande qu'on l'a mis dans SEO1A et dans le groupe des users aussi. Donc, vous voyez, on sépare les différents groupes par une virgule. Et là, ok. donc, on pourrait ajouter étudiant 1 à un troisième groupe secondaire qu'on appellerait étudiant, qui doit exister, avec la commande suivante. Ça, c'est tordu, ça, comme notation. Add user étudiant 1, étudiant. Parce que vous voyez, euh, là, avec user add, le étudiant 1, il est tout à la fin. Et tandis qu'avec add user, le étudiant 1 est en premier et on met en deuxième dans quel groupe on veut l'ajouter. Hmm. On peut changer étudiant 1 de groupe avec user mode -G. Donc ça veut dire qu'on déplace, on met le groupe principal étudiant pour étudiant 1 et -G majuscule, c'est les groupes secondaires.
Donc, vous voyez, il faut bien connaître parce que des fois, ça peut paraître contre-intuitif. On peut se dire que le groupe principal, bah, ce serait un G majuscule et que les groupes secondaires, un G minuscule parce que une majuscule, c'est plus important, entre guillemets, qu'une minuscule. Et ben non, c'est dans l'autre sens. Après, donc, consulter la liste des groupes, ben, c'est pareil, hein. Vous savez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et comme ben, c'est la vie dans Linux, tout n'est que fichier. Donc, cat va permettre d'afficher le contenu d'un oh, d'un fichier. Et donc là, en l'occurrence, on lui dit, on fait un cat etc group. Donc cat etc group et on fait un grep derrière, enfin, on fait un pipe derrière cut -d. Alors ça, par contre, je ne sais pas quoi ça sert. Alors etc group est le fichier contenant les informations de tous les groupes du système. Et par contre, il me fait un coupé derrière. Hop, je vais regarder un truc. Alors, tac. Ok. Oui, en fait, il dit que, parce qu'en fait, à l'intérieur du fichier groupe, les différents champs, c'est comme une base de données, ils sont séparés par deux points. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est que le premier terme. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il récupère le premier terme séparé par les deux points verticaux. Et donc F1, c'est que le first, c'est que le premier. Donc c'est comme ça qu'on va récupérer la liste bah, de tous les noms des groupes présents dans la machine. Pareil, pour avoir les logins de tous les utilisateurs présents, on va faire bah, cette commande-là, mais sur le fichier qui s'appelle /etc/password. Parce que les passwords commencent par le nom d'utilisateur auquel ils appartiennent. Et pour savoir quels utilisateurs font partie d'un groupe secondaire, bah là, on fait un cat etc group, un pipe, et on fait un grep users. Et donc là, il va récupérer tous les utilisateurs par groupe. Donc là, users, x 100 élèves, et ben là, on a A Durand. Donc il y a un del Ok. groupe, on va supprimer un groupe. Oui, bah, celui-là, il était assez simple. Hop. Et alors, je crois que là, il y a celui-ci, création d'utilisateurs en lot. Donc ça, c'est ce dont je vous parlais la dernière fois tout à l'heure. Hop, je vais vous repartager ça. Où est-ce qu'il est? Il est là. Donc l'objectif, c'est d'utiliser bah, UserAdd avec un fichier texte dans lequel on aura mis bah, tout ce qu'on veut. Et le but, bah, c'est, bah, vous voyez, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est on va faire un script pour que du coup, ça puisse bah, traiter les utilisateurs qu'on a mis dans notre liste. Donc, on crée le fichier utilisateur.txt dans le répertoire. Nanana. Donc là, vous voyez. Donc là, pour créer un fichier, bah, c'est tout bête, hein. On utilise l'éditeur de fichiers. Donc là, on est bien à la racine du répertoire home de notre utilisateur root en faisant un nano utilisateur.txt
et ben là, on se rend compte que le fichier qui va se créer, à la fin, quand on va vouloir l'enregistrer, il va dire le fichier n'existe pas, voulez-vous le créer? Et hop, c'est parti, ça va le créer tout seul. Donc là, on voit que dans ce fichier-là, donc on va ajouter donc bmeray user, c du deck sudo, n lasmari sudo, a durand sudo, y tetar users. Une fois qu'on a enregistré notre fichier, si on fait un ls, ben, on se rend compte de ce qu'il y a dedans. Et si on fait un cat l'utilisateur.txt, ben, pareil, on revoit. Donc là, on a bien notre fichier avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Hop. Alors, c'est pareil, hein, les raccourcis pour fermer Nano et ce genre de choses, c'est bien à force de les utiliser que ça va fonctionner, quoi, et que vous allez réussir à vous en souvenir. Ok. Alors, toc, 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 on stocke dans le fichier le login et le groupe principal. Donc là, bah, ça reprend, hein, ce qu'on a dit. Maintenant, il va falloir faire une boucle qui va, donc, comme en dev, hein, la boucle, elle va s'exécuter pour aller ben, lire tous les utilisateurs. Et là, on va lui dire do echo login done. Tac, tac, tac. Voici le code. Alors, pourquoi il nous fait ça? While read login pg group. Ouais. Donc là, vous voyez, il dit donc cat, on regarde utilisateur.txt. On fait un pipe pour ajouter une autre fonction juste derrière. Donc, while read login pg group, hop, et là, il va récupérer donc le login et pg group. D'où, ben là, ça ouvre le bloc d'instructions exécutées à chaque tour de boucle. Echo login, ben, il affiche la variable login. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vu que c'est une variable permanente, ben, c'est un dollar et login en majuscule. Et done, donc ça ferme le bloc d'instruction. Donc, le but, c'est d'avoir le premier affichage, c'est d'afficher le groupe principal. Après, on affiche maintenant le groupe principal à côté du nom d'utilisateur. Et ensuite, eh ben, on crée un fichier créé utilisateur. Et ben, normalement, en compilant tout ça, on arrive à avoir la création de tout ce qu'on veut. Donc, le répertoire. Et donc, ça, vous l'aviez fait, ça? Oui, j'ai fait ça. OK. Et ça va, ça avait marché? Semble que oui. OK. Il me semble que ouais, j'avais réussi. Ouais, normalement, en fait, bah ouais, il suffit de. Comme on a vu qu'à chaque fois, là, on avait réussi à récupérer avec le read. Vous voyez, on arrive à récupérer le login. Et ben, c'est tout bête hein, de créer un script qui refait la commande tout seul avec le add user et tous les paramètres qui vont bien, quoi. Oui, ok. Voilà. Et après, le dernier, c'était en lot, amélioration. Alors, qu'est-ce qu'il avait fait de beau sur celui-là? On va passer au script. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Alors, attendez. Hop, partager. Hop là. Et donc là, le dernier, c'est amélioration de la création d'utilisateurs en lot.
Donc, plutôt que de lancer un script rédigé, on va passer. Donc, ça, c'est encore du langage. Vous voyez, tout à l'heure, on passait des options euh, et des paramètres à une fonction. Là, on va passer le chemin au script. Ça veut dire que tout à l'heure, il fallait que mon script il soit dans le même endroit que j'avais mon fichier pour que ça fonctionne. Là, on va lui dire, voilà, on lance le script créeutilisateur.sh et le paramètre, on lui dit que le fichier qu'on va utiliser, il est dans slash root utilisateur. Ok. Et l'avantage, c'est que comme ça, bah, après votre script, bah, vous faites vos fichiers tranquillou, vous mettez vos fichiers où bon vous semble, et bah, vous pouvez lui dire où est-ce que ça se trouve, et vous n'avez pas besoin de déplacer votre script bah, à droite, à gauche. Donc, là, toc, 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 condition en bash, toc, toc, toc. Alors, en fait, ça, de ce côté-là, il faudrait que vous repreniez le... Parce que là, vu l'heure qu'il est, on n'aura pas le temps de tout détailler. Donc, ce qu'il faudrait faire, à la limite, ce serait de refaire cette partie-là. Et si vous avez eu des difficultés, qu'on en reparle. Parce que les trucs d'avant, j'ai l'impression que ça va, vous avez bien compris. Si là, vous arrivez à vous débrouiller tout seul pour faire ce genre de choses, en plus, comme ça, ce sera l'occasion bah, de tester un peu votre ordinateur, de faire une Debian. En plus, ça va Ah, assez vite, ok. une petite Debian, et vous faites, vous essayez de faire ça. Vous reprenez cette épée-là, et c'est vrai qu'une fois que vous avez fait ça, normalement, en utilisateur, vous êtes bon. Vous avez vu à peu près tout ce qu'il y a à voir. Parce que globalement, tout ce qui se fait avec des utilisateurs, c'est ça, hein, c'est création, suppression, et après on finit par tout automatiser pour que ce soit plus simple et qu'on n'ait pas... bah, si vous êtes à un endroit où vous avez 30 élèves à rentrer dans une classe, les rentrer un par un, c'est un peu long, quoi. Voilà, voilà. C'est bon pour vous? Oui, bah, je essaierai de faire l'exercice là, du coup. Ça marche. Ça marche. Est-ce que vous avez des questions du coup? Sur le cours, non, pas spécialement, ça va. C'est bon? Ok. Bon, s'il y a d'autres Oui. choses dont vous voulez parler, vous n'hésitez pas, hein. Vous envoyez un message et puis on en discute. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez quand est-ce que vous partez en stage? Attendez, je vais vous dire ça. Alors, je pars en stage. C'est du 26 mai au 5 juin. Ok. Et vous avez trouvé une entreprise, c'est bon? Oui, oui, j'en ai trouvé une. Bon, bah, c'est parfait. C'est parfait. Bon, bah, c'est bien. Bon, Mm. ça, déjà, c'est une bonne chose, ça. Vous allez pouvoir comme ça. Et c'est une entreprise de quoi? Plus de réparation d'ordinateurs, de logiciels, des trucs comme ça. Ok. Ils font de la réparation, mais vaste. Ok. Bon, bah, c'est bien. Ça, c'est pas mal. Essayez de. Si vous pouvez aider et pas faire que regarder, ce serait l'idéal. Oui, Voilà. oui. De toute Après, façon, ben, bon, c'est une grosse entreprise. non, pas spécialement grosse, mais bah, ils ont des trucs à faire, c'est sûr. Bon, bah, ça, c'est bien. Déjà, c'est bien parce que il n'y a rien de pire qu'un stage où on fait rien. Donc, Mm. ça c'est bien. Essayez d'emmagasiner le maximum de choses. N'hésitez pas à prendre des notes sur ce que vous faites. Vous savez, tous les jours en rentrant, vous prenez juste un fichier Euh, Word, une note, ce que vous voulez, et vous notez petit à petit tout ce que vous faites. Vous avez un rapport de stage à faire ou pas? non, il me semble pas qu'on a de rapport de Donc, en stage. général, Il y a donc les d'autres choses profs, à faire. ok. Ce qu'il faut que vous fassiez, par contre, le mieux, donc c'est ça, c'est de noter tous les jours ce que vous avez fait. Euh, Oui,
Notez bien aussi, parce que ça va servir à alimenter votre portfolio aussi. Donc, notez bien, essayez de prendre des captures d'écran si vous pouvez, des photos, parce que ça, pour faire votre présentation, après, quand vous allez présenter ce que vous avez fait en stage, si vous ne les avez pas pris cette année, les photos, bah, ça va être compliqué si vous ne refaites pas le stage dans la même entreprise l'année prochaine, et souvent, très souvent, c'est le cas. Ce sera vraiment un peu galère de faire. Donc, prenez bien tout ce que vous pouvez dès maintenant. Ça, c'est vraiment un conseil que Il je me vous semble que donne. c'est un portfolio qu'on doit faire. Ouais, bah ouais, ouais. Bah, c'est pour ça. Prenez des photos, prenez des captures d'écran quand vous configurez des De toute choses. façon, ce que je fais en général, de toute façon, c'est que j'ai toujours mon téléphone avec moi, comme ça, quand j'ai un truc que je veux m'en rappeler, je le note vite fait, puis Ouais, bah c'est bien, ça c'est une bonne technique. Vous ouvrez une note dans le téléphone, au moins comme ça vous l'avez tout le temps sur vous et vous repérez bien ce que vous avez fait tous les jours. Notez bien aussi les difficultés que vous avez eues, les trucs qui vous paraissent étranges ou les trucs oui, qui vous surprennent. Ça c'est important aussi, ça vous servira beaucoup pour en parler à l'oral. Plus vous saurez, parce que l'épreuve orale, c'est quand même c'est 10 minutes de présentation, mais surtout 30 minutes de questions. Et c'est vrai que ouais. ben, si vous avez noté des choses, ben, du coup, ça vous reviendra. Et comme ça, vous aurez de quoi discuter avec le jury que vous aurez en face de vous. C'est toujours intéressant, quoi. Par Voilà. contre, Ouais. après pour le samedi, le problème, c'est que je fais, l'après-midi, je fais 14h30, 18h30. D'accord. Donc bah, je pourrais pas faire, le cours, en visio par 17h. Si jamais, il Ouais, bah, on faudrait le décaler. décalera à ce moment-là. On décalera, on regardera comment on s'organise. Voilà. On a encore un petit OK. peu de temps. On a encore un mois. Ouais, on a le temps. D'ici là, on trouvera une solution. Ben, c'est OK. parfait. Bah écoutez, bah, je vous souhaite bah, un bon week-end, Yanis, et puis à la semaine Merci, vous prochaine. aussi. À Allez, la au semaine revoir. prochaine. Au revoir.